Bonjour, Jean-Michel Jacques. Donald Trump s'est exprimé il y a quelques heures devant les Américains. Ça se passait depuis la Maison-Blanche. Ni arrêt des combats en Iran, ni intervention terrestre. Le président américain évoque des frappes très dures pendant encore 2 à 3 semaines. Est-ce que c'est un discours pour rien ? C'est un discours qui ne change pas grand-chose par rapport à hier. Ça montre en tout cas qu'il n'est pas forcément à l'aise avec ce qui se passe. On voit qu'il veut continuer ses frappes sur des objectifs militaires encore pendant 2 à 3 semaines. Ce sera intéressant de voir s'il reste sur des objectifs militaires ou s'il passe aussi sur des infrastructures, des ressources énergétiques civiles et qui changeraient quand même la nature du positionnement américain par rapport à l'Iran. Il n'a pas non plus clarifié ses objectifs, les objectifs américains. En tout cas, il a affirmé qu'un changement de régime, ce n'était pas sa priorité. C'est un coup dur pour les Iraniens ? C'est un coup dur pour les Iraniens, pas forcément, parce que les Iraniens maintenant se sont organisés pour résister. Donc ils s'attendaient de toute façon à ce que les États-Unis continuent leurs frappes sur des objectifs militaires, voire sur des infrastructures. Maintenant, je ne suis pas certain que les États-Unis puissent aller vraiment beaucoup plus loin. On voit qu'il y a une armada avec des troupes prêtes à aller à terre, éventuellement. C'est ça, la 82e division aéroportée est déployée. Mais selon votre point de vue, c'est pour quoi faire ? On parle de l'île de Karg, qui est effectivement un endroit stratégique concernant le pétrole. Mais qui ne changerait pas la face finalement de cette guerre. Donc, est-ce vraiment un objectif à la hauteur des objectifs initiaux des États-Unis ? Je ne le pense pas. Et c'est là qu'on voit que je pense que les États-Unis sont partis un peu vite en guerre, sans bien définir leurs objectifs, et ils n'arrivent pas à les atteindre. Ça fait aussi 3 semaines que Donald Trump nous parle de négociations, alors avec des négociateurs un peu fantômes iraniens. Cette nuit encore, il y a fait référence. Est-ce qu'on peut le croire ? Est-ce qu'il y a en ce moment des négociations entre les Américains et les Iraniens ? Alors, il doit y avoir des négociations souterraines, pas visibles. Et c'est un grand principe, c'est toujours de garder un lien tout de même avec son adversaire pour pouvoir imaginer, hypothétiquement, quand le bon moment arrivera pour les uns et les autres, de pouvoir aller vers un cessez-le-feu. Donc oui, à mon avis, le tube est ouvert, mais on voit bien qu'ils n'arrivent pas à leur fin. Hier soir, dans la nuit, dans son discours, Donald Trump exhorte les pays qui dépendent du détroit d'Ormuz à le protéger. Je rappelle, le détroit d'Ormuz, c'est 1/5 de la production de pétrole qui transite par ce détroit. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que doit faire la France ? Alors, la France, je pense, participera d'une façon ou d'une autre à un cessez-le-feu et à la sécurisation des espaces maritimes. Donc, je ne sais pas sous quelle forme, mais tout dépendra sur quoi on atterrit. Maintenant, je pense que les États-Unis ont déclenché quelque chose, je trouve assez fort de café, qu'ils demandent aux autres de réparer aussi ce qu'ils ont déstabilisé. Donc, ils doivent, de mon point de vue, ils devront aussi prendre leur part. Donald Trump, il n'a pas dit un mot sur une éventuelle sortie de l'OTAN. À ses yeux, il l'a déjà dit, c'est un tigre de papier. Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que finalement, ce n'est pas si facile de se retirer de l'OTAN sans l'aval de son Congrès ? Alors oui, après, il pourrait désamorcer l'OTAN tout simplement en diminuant les moyens physiques et matériels, c'est-à-dire les troupes qui sont à l'OTAN. Des troupes américaines qui participent à l'OTAN. Ça serait une façon déguisée de tuer finalement l'OTAN dans l'œuf. Maintenant, il est clair que les États-Unis font un pivot vers l'Indo-Pacifique et que l'Europe n'est plus vraiment leur sujet. Et n'oublions pas que l'OTAN, c'est une alliance atlantique Nord et donc pas Indo-Pacifique. Mais alors, est-ce que c'est pas pour nous une chance entre guillemets ? C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire nous pour notre défense européenne ? Est-ce que c'est pas l'occasion de mettre un coup d'accélérateur ? Effectivement, c'est l'occasion de revoir notre défense. Alors, ce qu'a fait la France, et la France, depuis l'après-guerre, dès les années 50, avait fait le choix d'une souveraineté, déjà en ayant sa propre dissuasion nucléaire et en amenant son modèle d'armée à être le plus autonome possible. Mais ce n'a pas été le cas de tous les pays européens. Et nous voyons bien que les pays européens doivent s'organiser pour avoir cette
autonomie, d'avoir cette puissance militaire qui ne serait pas une armée unique, hein, une alliance d'armées nationales des différents pays, mais qui soit efficace comme l'OTAN, et c'est ce que l'on appelle d'ailleurs le pilier européen de l'OTAN. Et ce pilier européen de l'OTAN doit absolument se développer, car nous voyons bien que les États-Unis, d'une façon ou d'une autre, en tout cas dans les mots, se dissocient de ce bloc OTAN tel qu'il est constitué aujourd'hui. Donc préparons-nous éventuellement à ce que les États-Unis quittent l'OTAN. Et ça veut dire aussi qu'il faut qu'on se prépare à monter en puissance. La loi de programmation militaire va être revue le 8 avril. C'est en lien avec ce qui se passe en ce moment, et notamment en Iran ? Oui, la loi de programmation militaire est revue, une loi qui se fait sur 6 ans, de 413 milliards d'euros d'investissement pour le gouvernement français, vers cette défense nationale, auquel va s'ajouter encore 36 milliards d'euros d'ici 2030. Donc c'est vraiment un choix massif de se réarmer. Pourquoi ? Parce qu'effectivement, comme vous le dites, on le voit bien que sur le plan géopolitique, les choses bougent. On le voit que l'Europe doit être plus autonome, que la France doit prendre sa part avec sa singularité, parce que, comme je vous le disais, la France a la dissuasion nucléaire. Et nous avons aussi des boucles technologiques qui sont de plus en plus rapides. Je pense à l'intelligence artificielle, l'apparition des drones, de la robotique sur le champ de bataille, on le voit en Ukraine. Et tout ça fait que la France doit augmenter son budget de façon à être à jour, sachant que ce budget rejaillit dans nos territoires car nous achetons et nous fabriquons de l'armement français et ça, c'est des emplois aussi pour nos territoires. Emmanuel Macron continue de dire que ce n'est pas notre guerre, sauf que cette guerre, elle met aussi aux prises la démocratie américaine avec la dictature des mollahs et que la France subit les conséquences de cette guerre. Est-ce que ce discours est tenable longtemps ? Oui, c'est un discours d'équilibre et la position française est mesurée et je trouve que c'est bien. Nous voyons bien, il ne s'agit pas de provoquer des déstabilisations et des chaos pour être dans des situations plus graves qu'au début. Par contre, la France doit tenir ce rôle de puissance de stabilité et là où on peut sécuriser et faire appliquer les cessez-le-feu, bien la France prendra sa part, j'en suis persuadé. Un dernier mot sur la forme. Que penser des propos assez humiliants tenus par Donald Trump ? Alors là, c'était juste avant son allocution devant les Américains, sur Emmanuel Macron, où il dit qu'Emmanuel Macron est maltraité par sa femme, il fait des imitations plus que douteuses. Comment vous le percevez ? C'est quoi l'objectif ? Alors, pour moi, ce n'est pas à la hauteur d'un homme d'État. Un homme d'État ne doit pas user de choses comme ça pour faire valoir sa puissance ou essayer de déstabiliser quelqu'un d'autre. Ce n'est pas à la hauteur du président des États-Unis. Et je trouve que ça ne devrait même pas exister dans le paysage politique, ni national ni international. L'autre conséquence de la guerre en Iran, c'est la hausse du prix des carburants. Les oppositions réclament des mesures pour soulager les Français. Sébastien Lecornu a dit qu'il n'y aura pas de chèque global, mais des aides ciblées. Est-ce que face à la grogne, qui est en train quand même de monter, le Premier ministre pourra tenir longtemps cette ligne ? Il faut tenir cette ligne. En fait, il faut aider ceux qui en ont vraiment besoin et ceux qui, par leur travail, produisent et enrichissent notre pays. Donc, bien entendu, on ne peut pas laisser sur le bord de chemin des catégories professionnelles qui, par leur travail, participent à la vie du pays. Mais nous ne pouvons pas, il n'y a plus d'argent. Nous avons un endettement qui est très fort et nous devons être économes. Les autres pays européens le font, ils font des aides pour leurs compatriotes. Oui, mais nous l'avons fait et nous le ferons certainement, mais de façon ciblée, car il faut avoir une vision au long terme et nous devons travailler pour les générations qui viennent aussi. Merci beaucoup Jean-Michel Jacques, bonne journée à vous.